J'ai évoqué dans mon introduction de l'épisode précédent le canular visant le sociologue Michel Maffesoli. Un an plus tard, un autre canular dans un esprit similaire était révélé. Cette fois publié dans une revue de langue anglaise, Badiou Studies, à nouveau soumise par deux chercheurs sous un unique pseudonyme. Elle avait pour but de dénoncer l'inanité de certains recoins de la philosophie universitaire, se construisant entre autres sur l'œuvre du philosophe français Alain Badiou. Dans cet épisode, je reçois Anouk Barberousse et nous ouvrons notre discussion par un retour sur cette affaire. Donc bonjour, je reçois Anouk Barberousse. Anouk, vous êtes professeur à l'université Lille 1. Ah non, j'ai changé en fait. Ah je suis d'accord. à la Sorbonne maintenant. Ça commence très mal. Donc vous êtes professeur à la Sorbonne, oui. Voilà. Et vous êtes philosophe des sciences, Oui. en particulier de la physique et des probabilités, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Vous êtes membre associé de l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques. Voilà, et mon laboratoire principal, c'est l'équipe Sciences, Normes, Décisions à Paris-Sorbonne. D'accord, mais ça c'est quelque chose que j'avais pas réussi à trouver. Très bien. Alors vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment La physique face à la probabilité, ou encore La philosophie des sciences au XXe siècle, en collaboration avec Mac Kissler et Pascal Ludwig. Oui. Et également Précis de philosophie des sciences. Donc ça, c'est un ouvrage en fait collectif que vous avez dirigé ou édité. Voilà. Et donc j'espère qu'on aura peut-être un peu de temps à consacrer plus tard à l'épistémologie des sciences physiques. Mais si vous voulez bien, on peut commencer par le fameux canular Badiou. Donc je rappelle brièvement, l'an dernier, vous avez fait publier un article. Donc le titre c'était Ontology, Neutrality and the Strive for, ouvrez la parenthèse, non, trait d'union, fermez la parenthèse, being queer, dans la revue Badiou Studies. Donc je traduis peut-être le titre de l'article. Ontologie, neutralité, et disons l'effort, je sais pas, pour ne pas, entre parenthèses, être, alors queer, je sais pas comment traduire ça en français, parce que c'est homosexuel, c'est une traduction approximative, mais c'est pas parfait. Non, c'est un concept assez différent, mais je pense qu'on dit plus en français. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais disons, pour donner une traduction approximative, disons, à ma connaissance, en général, c'est tout ce qui concerne les orientations sexuelles autres que l'hétérosexualité, disons, standard ou traditionnelle, mais... donc voilà le titre de l'article, donc je répète, Ontology, Neutrality and the Strive for None, entre parenthèses, being queer. Donc dans la revue Badiou Studies qui existe, et c'est quelque chose que vous aviez préparé, rédigé et oui, donc fait publier avec votre collègue Philippe Hohnmann, sous un pseudonyme en fait, celui de Benedetta Tripodi. Et c'est un article dont vous avez un peu plus tard révélé le caractère bidon dans le carnet de Silsel qui, on peut dire, est devenu coutumier du fait. Donc pour se lancer sur ce sujet, peut-être que vous pourriez expliquer, et je pense que pas tout le monde saura, déjà rapidement qui est Alain Badiou, et ensuite, de manière plus générale, enfin pas plus générale, mais en se basant là-dessus peut-être, expliquer pourquoi vous avez choisi de faire ce pastiche de Badiou Studies. Alors, Alain Badiou, c'est un philosophe assez influent, aussi bien en France que dans certains milieux anglo-saxons, en particulier dans les départements de critique littéraire ou de French Theory, ou de critique tout simplement, qui a une œuvre très, très importante, parce qu'il est maintenant assez âgé, et qui se fait fort de parler aussi bien des mathématiques que d'écrire des pièces de théâtre, et d'avoir... toute une collection en fait d'admirateurs qui le suivent de séminaire en séminaire et qui le suivent d'institution académique en institution, donc de Saint-Denis à l'ENS par exemple. D'accord. Et la raison pour laquelle finalement on a voulu avec Philippe Hohnmann cibler sa philosophie, c'est en raison du fait que nous estimons que son influence intellectuelle n'est pas proportionnelle
à la qualité philosophique de ses écrits. Ouais. Et c'est vrai pour ses écrits eux-mêmes, enfin pour les écrits de Badiou lui-même, mais aussi et peut-être surtout pour les écrits de ses disciples. D'accord. Des disciples qu'on pourrait aussi, enfin dont on pourrait dire que ce sont des admirateurs avant tout. Oui, c'est ça. Ce sont des admirateurs qui, pour certains, ne cherchent pas forcément à comprendre la pensée du maître, Oui. mais surtout à imiter son style, sa façon d'écrire, et parfois aussi ses sujets de prédilection, comme l'ontologie, par exemple. Mhm. D'accord. Et ce que vous dites me fait penser à ce que racontait évidemment Sokal et Bricmont dans leur livre célèbre, quand vous parlez de cette manière que peuvent avoir les disciples de certains auteurs à singer le style sans forcément effectivement comprendre ce qu'il se dit. Alors Badiou, lui, s'appuie beaucoup en fait sur les mathématiques pour construire, on va dire, son discours. Alors je sais pas s'il est trop tôt dans l'entrevue pour conclure que ce sont ces mystifications, mais en tout cas, il se base beaucoup sur les mathématiques qu'il connaît au moins dans une certaine mesure. J'ai vu que vous parlez, alors là je vous cite, du caractère immotivé de l'hyperbole qui, dans la philosophie badiousienne, donne aux mathématiques tout leur poids ontologique. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Alors, c'est une critique de l'usage que fait Badiou des mathématiques, et en particulier de la théorie des ensembles, donc qu'il interprète assez classiquement comme étant au fondement des mathématiques, mais qu'il interprète aussi comme étant au fondement de l'ontologie. Et il le fait de façon très très dogmatique, en affirmant que l'ontologie, c'est vraiment, on peut vraiment la tirer de la théorie des ensembles. Donc, la théorie de tout ce qui est, de tout ce qui est dans le monde, peut être, selon lui, tirée de cette théorie mathématique qui est née au début du XXe siècle, qui a joué un rôle historique extrêmement important, mais qui est très loin de contenir l'ensemble de la richesse des mathématiques, et sans doute aussi qui est loin de contenir l'ensemble de la richesse de tout ce qu'il y a dans le monde. D'accord, ouais. Et nous voulions critiquer non pas son usage ou ce qu'il dit sur la théorie des ensembles en elle-même, mais plutôt les conclusions ontologiques, les conclusions proprement philosophiques qu'il tire de cette partie des mathématiques. D'accord. Et comment est-ce qu'il opère alors justement ce glissement de la théorie des ensembles vers l'ontologie? Il l'opère, je pense qu'on peut dire qu'il l'opère à partir d'un postulat qu'il appelle lui-même platonicien, de l'existence en fait des objets mathématiques, et en particulier des ensembles. C'est vraiment ça son point de départ. D'accord. Donc une fois que ce point de départ est accepté, on peut en tirer beaucoup de choses. Donc c'est ce qu'il fait dans différents écrits, mais le point de départ lui-même n'est pas du tout discuté dans ses écrits. D'accord. Mais moi, ça me paraît pas évident là, ce que vous me dites, parce que même en admettant qu'on accepte son idée, comme vous dites, platonicienne, selon laquelle les objets mathématiques auraient une existence, disons, réelle, est-ce que ce serait suffisant pour en conclure que tout ce qui existe peut être, disons, décrit par la théorie des ensembles? Il me semble qu'il y a vraiment un saut qui est opéré, encore un autre là, si on peut dire. Absolument. À vrai dire, il y a plusieurs sauts. Le premier, c'est peut-être de réduire la notion d'existence à l'existence d'objets mathématiques. Et le saut d'après, c'est de réduire l'existence des objets mathématiques à celle des ensembles.
ce qui n'est pas, ce qui est courant, mais ce qui doit être discuté. Normalement, on devrait donner des arguments pour faire ça. Et le saut ontologique plus important, c'est de passer de l'existence des objets mathématiques à l'existence des objets avec lesquels nous interagissons causalement. Bien sûr. Ce qui est un saut vraiment très impressionnant. Ouais. Et lui, voilà, il considère que c'est bon, il n'y a pas forcément à argumenter dans ce sens-là. À partir du moment où il affirme son point de départ platonicien, d'une certaine façon, il a déjà fait la plus grosse démarche. D'accord, très bien. Et alors, pourquoi est-ce que vous pensez que dans la revue Badiou Studies, ils ont choisi de croiser ces constructions-là de Badiou avec les queer studies? Donc, est-ce que c'est parce que les queer studies se sont construites, par exemple, sur la prose abstruse de certains auteurs postmodernes, sur leur rejet de l'empirisme? Donc là, je peux penser par exemple à la manière dont Judith Butler s'est basée sur Derrida, sur Lacan. Donc là, je vais vous citer encore, et donc votre prête-nom, si je peux l'appeler comme ça, Benedetta Tripodi, elle prend pour acquis que le logocentrisme, c'est le phallocentrisme. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle tire, enfin j'imagine, de Derrida en fait. Et là, je vais vous citer, c'est assez long comme citation, nommer l'équivocation du logocentrisme et du phallocentrisme, ce n'est pas produire une thèse quelconque pour laquelle on pourrait tenter de trouver des arguments, mais au contraire, c'est s'inscrire et inscrire son texte dans un ensemble de locuteurs dont on partage, pour dire vite, un ensemble de croyances sur ce qui est juste ou bien. C'est là le principe existentiel d'une communauté de non-sens. Bon, là, c'est très dur dans la manière dont vous concluez, mais bon, pour en revenir à ma question, là, j'ai un peu orienté la réponse peut-être, mais pourquoi est-ce qu'à votre avis, enfin, vous avez peut-être plus qu'un avis, vous avez peut-être des éléments concrets pour répondre. Pourquoi est-ce que la revue Badiou Studies a choisi comme ça de croiser l'ontologie badiousienne, si je peux dire comme ça, avec les queer studies? Je pense qu'une des motivations principales, c'est de faire vivre en quelque sorte la pensée politique aussi de Badiou, parce que au-delà de l'usage ontologique qu'il fait des mathématiques, il a défendu des positions politiques dont on peut dire, je pense, qu'elles sont extrémistes, et en tout cas, il apparaît sur la scène intellectuelle comme un philosophe politique aussi. Je pense que la question gay, lesbienne, queer, etc., apparaît comme une question politique majeure aujourd'hui, et comme aussi peut-être faisant vendre en quelque sorte, même s'il n'est pas beaucoup question d'argent dans ces éditions académiques. Du coup, je pense que c'est assez naturel finalement d'essayer de vouloir mêler, on va dire, des thèmes à la mode avec un grand domaine dans lequel Badiou a écrit. D'accord. L'hypothèse que j'ai mise sur le fait qu'il y a, disons, une convergence de discours un peu abscons souvent. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une hypothèse mauvaise de ma part ou? Alors, je pense qu'il y a en effet une convergence de discours non argumentatifs, je pense qu'on peut les appeler comme ça. Cependant, il y a une différence importante entre Badiou et l'ensemble des penseurs ou des philosophes qu'on range généralement sous la bannière du postmodernisme, parce que Badiou se défend d'être postmoderne. Postmoderne, par exemple, ne dirait jamais qu'il est platonicien. C'est complètement antinomique, alors que Badiou s'affirme comme platonicien. Et donc, il est très opposé au postmodernisme. En tout cas, il s'affirme comme étant très opposé au postmodernisme. En revanche, son style philosophique ou son discours, les caractéristiques stylistiques ou même linguistiques de son discours sont effectivement assez proches de celles de certains autres
philosophes ou essayistes, euh, au sens où ils sont faciles à imiter, en quelque sorte, avec tout simplement un espèce de jeu combinatoire. On prend des mots, des concepts par-ci par-là, on les met ensemble et ça donne voilà le résultat qu'on a produit avec Philippe Hunman. Ouais. Et ça peut se faire avec Badiou, avec Lyotard, avec Derrida, sans grande difficulté. Ah ouais, Et ça ressemble à l'original. C'est ça qui est important. C'est vrai que ouais, ça paraît pas facile comme exercice vu de l'extérieur, donc je suis un petit peu surpris que vous me disiez que ce soit facile, mais après tout, après réflexion, c'est vrai que bon, il y a Disons, c'est plus difficile d'écrire des choses qui ont un sens et qui peuvent être critiquées et de répondre aux objections, etc., que de simplement ressembler à un discours qui n'a pas de sens, qui n'est pas très bien écrit et qui emploie plein de mots composés, et comment on appelle ça, des mots nouveaux composés. Mhm. Ça, c'est pas très très difficile en fait. Ouais, une fois qu'on l'a bien étudié, disons, ce type de Voilà. discours, Exactement. il est peut-être facile de se l'approprier. Bon, hein, il y a même des cas, enfin des exemples extrêmes, on peut dire, comme par exemple, je pense que vous connaissez le générateur de textes postmodernes. Voilà. Sur Internet, ça existe. Ouais, D'accord. exactement. Hmm. Très bien. Oui, donc juste, c'est un point de détail, mais dans votre article, il y a disons, une construction lexicale que j'ai pas comprise. Ou il y a peut-être rien à comprendre, mais quand vous mettez un trait d'union dans le mot neutral entre le NE et ce qui suit, Oui, c'est juste. Enfin, justement, on peut l'interpréter de plein de façons, mais c'est aussi comment dire, un produit de l'imitation de ce qu'on peut lire, pas forcément d'ailleurs sous la plume de Badiou lui-même, mais sous la plume de ses disciples et des gens qui, en fait, voilà, se placent du côté de la production d'un discours qui n'a pas vocation à être défendu contre les objections. Je pense que la définition la plus générale de ce qu'on voulait critiquer, c'est ça, plus que les néologismes, ouais, plus que les écritures étranges avec des guillemets, des traits ouais, d'union, ouais, etc. C'est vraiment l'inaccessibilité à la critique rationnelle. bien sûr. Mais alors, si le but de ce discours-là, quand vous dites, n'est pas vraiment de faire sens ou voilà, d'être présenté et éventuellement défendu avec des positions qui sont appuyées par des arguments, finalement, quel est le but de ce type de discours? C'est une bonne question et je suis pas forcément la plus à même de répondre à cette question parce que moi j'envisage l'activité philosophique et le discours philosophique de cette façon-là, c'est-à-dire Ouais, comme voilà devant répondre à des objections possibles, etc. Mais il est avéré que dans l'histoire de la philosophie, il y a eu d'autres conceptions du discours philosophique, pas éventuellement conçu comme étant plus proche de la poésie que du discours argumentatif. Donc, c'est pas, comment dire, qu'il y ait des gens qui considèrent le discours philosophique comme n'étant pas strictement ou pas purement argumentatif, ça, c'est pas très, très étonnant. ouais, Ce qui est plus étonnant, c'est que ça devienne un langage vraiment incompréhensible. ouais, d'accord. Et en plus d'être incompréhensible, enfin, je sais pas si je suis complètement d'accord, enfin, et vous non plus, je pense d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment complètement incompréhensible. Il y a quand même on sent qu'il y a des positions normatives qui sous-tendent ce qui est avancé. Sans doute, mais le discours dans sa totalité, Mhm. c'est vraiment difficile de lui attribuer un sens de bout en bout en quelque sorte. Mais je suis d'accord avec vous que par endroits affleurent des prises de parti assez, en général, assez fermes, Ouais, qui sont pas, qui sont rarement justifiées, on va dire. ouais, ouais. Un exemple, par exemple, en fait, dans votre pastiche, c'est que voilà, le capitalisme est identifié comme une source de différence, littéralement.
Donc ça, c'est évidemment une accusation en fait très grave dans ce que je pourrais appeler la démonologie post-structuraliste, être source de différence. Oui, Et absolument. ouais. Alors, est-ce que identifier ainsi voilà le capitalisme comme voilà comme quelque chose de mauvais, on va dire, est-ce que vous avez fait ce choix dans votre pastiche plutôt pour coller au maoïsme de Badiou, ou alors plutôt pour coller à certaines positions normatives qui peuvent être récurrentes dans les départements de Gender Studies? Mon hypothèse, c'est peut-être que c'était enfin, pour les deux à la fois. Oui, absolument. C'est à la fois un clin d'œil effectivement aux positions politiques, donc effectivement maoïstes, que Badiou continue de défendre, et Mhm. aussi, alors là, comment dire, il y a une autre motivation, c'est de faire ressortir ce qu'il y a de commun à ce type d'article ou à ce type de discours, à savoir de s'appuyer sur des prises de position communes qui ne sont jamais discutées, mais qui fonctionnent comme des signes de reconnaissance plutôt que comme des appels à argumentation et à critique. Oui, c'est tout à fait ce que vous disiez dans l'extrait que j'ai cité un peu plus tôt. D'accord. Oui, exactement. Hum. Et bon, là, c'est une question très vaste, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le dévoilement du canular? Là, c'est quelque chose que j'ai moins suivi, par exemple, que le canular Mafessoli. Donc, Oui. vous avez dévoilé le pastiche dans le carnet de Sixel. Ensuite, il y a eu un deuxième article dans la foulée qui expliquait encore un peu plus pourquoi et comment vous aviez fait ce pastiche. Mais c'est vrai que par la suite, j'ai pas suivi de très près ce qui s'est passé. Eh bien, donc en fait, on a dévoilé pour la première fois le canular le 1er avril Hmm. 2016 dans une petite vidéo qu'on avait fait grâce à Nicolas Chevassiot-Louis. Et puis effectivement, après, on a donc en même temps, en fait, on publiait l'article dans le carnet Zilzel. Ouais. Et puis s'en ont suivi donc des interviews, ouais, un passage à la radio. En fait, on n'avait pas pu y aller malheureusement, mais il en avait été question. Disons qu'on a, comment dire, on a reçu on a reçu les réactions de façon, comment dire, un peu attentiste, parce qu'on ne savait pas trop quel effet ça pouvait avoir sur la communauté philosophique finalement. Et ce qu'on a constaté, c'est que les gens étaient plutôt satisfaits que voilà que cette critique euh, pas trop pesante, disons, a été portée contre Badiou. Et ça, je pense que c'est, comment dire, on s'attendait pas forcément à ce que la réception soit aussi positive. Et on s'attendait, par exemple, à avoir des discussions un peu vives avec d'éventuels partisans de Badiou, mais ça n'est pas arrivé. En tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé, et je pense que Philippe non plus. D'accord. Est-ce que ça voudrait dire que soit ils fuient le débat, soit ça ne les intéresse pas parce que ils sentent que finalement voilà, leurs positions ne sont pas vraiment touchées par ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez une idée à ce sujet-là? Disons, il y a eu certaines réactions indiquant que, en effet, ça n'était pas une bonne façon d'engager le débat philosophique que de produire une moquerie de Ouais. cette sorte, et que voilà, c'était la meilleure façon d'arrêter tout débat. Bon, il y a certains ont dit que ben, voilà, le simple fait que cette revue dont Badiou est quand même membre, était à ce moment-là membre du comité de rédaction, avait accepté l'article, suffisait en soi à clore au moins une partie des débats, à savoir celle concernant le manque de sérieux de ce genre de publication. Bon, Mhm. c'est le principe des canulars académiques. Ouais. Voilà. D'accord. Et la revue Badiou Studies tourne toujours aujourd'hui, comme si de Non, rien n'était. D'accord. non, ils ont retiré l'article. Après qu'on a révélé le canular Oui. aussi. Oui, l'article était retiré, mais la revue La revue est pas très en forme. D'accord.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le canular Badiou? Pour moi, je crois que j'ai fait le tour. Je suis sûr que j'ai oublié des points importants, mais voilà. Ouais, peut-être juste ajouter justement cet aspect de cette revue. Il y en a plusieurs autres comme ça qui ne sont pas des revues vraiment à comité de lecture, des revues sérieuses à comité de lecture. Et ça faisait partie aussi de nos cibles que de dénoncer cette espèce d'inflation en fait de lieux de publication qui servent à ajouter une ligne sur le CV des jeunes collègues qui cherchent des postes, tout simplement, mais en n'ayant aucune garantie de sérieux et en en mettant en œuvre un pur et simple simulacre de relecture par les pairs. Et pour nous, c'était important de dénoncer cette dérive en fait des publications académiques qui est le résultat d'un système plus général, mais qui, dans notre domaine, la philosophie, a des effets vraiment pernicieux. Donc ça, je voulais quand même signaler que c'était une de nos cibles importantes. En fait. D'accord, je comprends, ouais. Et ok, ce message-là a été reçu par les gens qui ont commenté cette affaire ou pas du tout? Disons, je pense que c'est un message qui peut porter dans le milieu académique, Ouais. parce que les gens sont assez conscients de cette dérive qui est sans doute difficilement perceptible de l'extérieur, puisque il y a une espèce de brouillard assez opaque sur les sources de la légitimité académique quand on n'est pas dans le monde académique soi-même. Bien sûr. C'était plus interne, on va dire, comme critique. D'accord, je comprends. Écoutez, on va peut-être passer à autre chose. Donc, quand vous ne rédigez pas des canulars, et ça ne vous arrive pas souvent, j'imagine, vous faites des recherches en épistémologie des sciences physiques. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, enfin pas seulement des sciences physiques, mais disons des sciences en général, en particulier physique et probabilité. Oui. Donc je ne sais pas si vous pouvez expliquer un petit peu ce sur quoi portent vos recherches. Oui, alors donc la première question que j'ai examinée, bon c'était un peu par hasard, voilà, on se lance dans un sujet de thèse pour des raisons parfois un peu contingentes, c'était la nature de la mécanique statistique et donc la signification des probabilités dans les différents modèles de la physique statistique. Et de fil en aiguille, parce que ça fait quand même un bout de temps que j'ai fait cette thèse, de fil en aiguille, en fait, j'en suis venue à m'intéresser à l'étude des systèmes complexes et du coup aux simulations numériques. Et la plupart de mes travaux récents, en tout cas du côté de la physique, concernent l'épistémologie des simulations numériques. Ah oui, d'accord. Enfin ça, oui, c'est quelque chose. J'avais écouté une de vos présentations, mais c'est quelque chose enfin moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Donc qu'est-ce qu'on se pose comme question en fait quand on fait de l'épistémologie des simulations numériques? Ouais, je conçois bien que ça peut paraître un peu étrange, Ouais. mais il y a une origine, assez naturelle en fait de cette problématique dans un grand mouvement qui a traversé la philosophie des sciences, on va dire depuis une vingtaine d'années, dans lequel les philosophes des sciences se sont mis à s'intéresser aux modèles plutôt qu'aux théories qui étaient leur objet principal d'investigation depuis pratiquement le début du XXe siècle. Et voilà, il y a eu une recherche pour être davantage proche de l'activité scientifique réelle en quelque sorte, et du coup c'était assez naturel de s'intéresser aux modèles, mais aujourd'hui s'intéresser aux modèles, c'est forcément s'intéresser aux modèles numériques. Oui, absolument. Voilà, donc c'est une fois que la philosophie des sciences s'est mise à s'intéresser aux modèles, c'était vraiment nécessaire en quelque sorte de se tourner vers les simulations. D'accord.
Et donc vous aviez dit que vous vous intéressez en priorité aux systèmes complexes. Oui, ben, disons, parce que il y a une façon d'aborder l'étude des systèmes complexes qui vient directement des méthodes utilisées en physique statistique. Donc moi, je suis entrée dans l'étude des systèmes complexes par là, et après j'ai généralisé à d'autres systèmes qui qui viennent moins de la physique, on va dire. D'accord. Parce oui, en général, déjà, souvent, les systèmes complexes, à ma connaissance, c'est une discipline qui a été plutôt développée par des physiciens, mais qui voulaient, en fait, étudier des systèmes, justement, qui en général, qui traditionnellement ne relevaient pas de la physique, si je comprends bien. Peut-être vous pouvez un peu expliquer, parce que système complexe comme ça fait un peu, Oui, pour ceux qui connaissent pas, ça fait un peu hermétique comme ça, comme locution. Oui, c'est sûr. Disons que c'est un problème en soi, finalement, de définir Ah oui, un système complexe, mais on peut le comprendre par contraste avec les systèmes qui sont traditionnellement étudiés en physique, du moins avant l'apparition des ordinateurs, qui sont tels que on peut sélectionner quelques propriétés, quelques quantités ou quelques paramètres dont les rapports sont décrits par un petit nombre d'équations. Et quand on est chanceux, on arrive à résoudre ces équations sans avoir besoin d'ordinateur, ce qu'on a fait quand même pendant des siècles. mhm, Et les systèmes complexes, c'est ceux qui sont plus compliqués que ça, tout simplement, c'est-à-dire où il y a beaucoup de paramètres, on identifie beaucoup de propriétés qui sont importantes pour décrire les systèmes, et puis les équations qui associent ces différentes propriétés sont plus nombreuses, ont un comportement mathématique moins traitable en quelque sorte, moins facilement apprivoisable que les systèmes relativement simples qui ont fait le cœur en fait de la physique jusqu'à assez tard. d'accord. Et en quoi diffèrent les questions qu'on peut se poser comme épistémologue sur les systèmes complexes par rapport aux questions qu'on peut se poser sur un système entre guillemets physique traditionnel, si je peux employer une telle locution? Je pense que une première différence apparaît nettement justement quand on prend en considération les modèles numériques, donc les modèles qu'on fait tourner sur les ordinateurs, c'est que quand on fait tourner un modèle un peu important sur un ordinateur, finalement, on a beaucoup de mal à comprendre ce que fait le modèle, ce qu'il représente exactement. Au mieux, on a des résultats à la fin, on a éventuellement des prédictions qu'on sait interpréter parce que finalement c'était ça qu'on cherchait, mais déjà simplement lire le code, c'est pratiquement impossible au bout de quelques lignes, Ouais, et du coup, le modèle tel qu'il est codé, en quelque sorte, il est complètement opaque à l'esprit humain qui ne fonctionne pas comme un ordinateur. Ça, je pense que c'est, enfin, pas comme les ordinateurs qu'on utilise pour faire ça, en tout cas. Et cette opacité-là, elle est révélatrice, en fait, de la différence. C'est un indicateur en quelque sorte de la différence entre les systèmes simples qu'on peut décrire avec des équations qu'on résout parfois difficilement, mais dont on maîtrise la résolution, dont on maîtrise les conditions dans lesquelles justement il y a des solutions, et les systèmes complexes dans lesquels finalement on peut arriver à propos desquels on peut arriver à dire des choses, mais qu'on ne maîtrise pas. Finalement, on ne maîtrise pas la production de prédictions à propos des systèmes complexes, comme on peut la maîtriser à propos des systèmes simples. d'accord. Donc il y a ce côté un peu boîte noire de la simulation numérique qui fait que vous envisagez un peu différemment les approches les approches analytiques, on va dire, hein, par rapport aux approches numériques. Oui, exactement. Disons, c'est une différence importante qui est assez facile à percevoir parce que justement, on sait bien que le code, c'est un objet
très difficilement maniable par l'esprit humain. Par exemple, quand il y a un problème dans le code, on sait que c'est très très difficile de repérer le problème et de le corriger. Ouais, d'accord. Écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Je ne sais pas s'il y a un point que vous souhaitez encore approfondir davantage. Écoutez, non, je vous remercie beaucoup. Ouais, ben c'est moi qui vous remercie.